Bienvenue dans Top Girondin, dans un décor que vous n'avez pas l'habitude de voir puisque c'est notre première émission filmée. La crise sanitaire fait qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué de faire l'émission en studio, donc merci beaucoup Snakil. Donc voilà, une émission un petit peu originale, on espère que ça va vous plaire. Un décor bordelais, le Pinard, Girondin de Bordeaux, ça ne pouvait que marcher. La chemise. La chemise aussi, bien sûr. Aux couleurs du vin. Exactement. Ni de vin. Exactement. Monsieur Fabien, salut. Enchanté, salut à vous, ravi d'être ici. Adrien. Vous êtes qui, monsieur? Fabien. C'est Fabien, c'est vrai. Moi, je sais pas qui je suis, moi je suis Snakil, je crois. Monsieur Snakil, exactement. On va parler de Bordeaux-Brest, le match à venir du week-end. Tout à fait, match important pour les Girondins. T'as révisé les fiches? J'ai révisé les fiches, elles sont pas là, elles sont juste là. Ah. Match important pour Bordeaux qui doit bonifier ce très bon résultat, match nul au Paris Saint-Germain, mais qui a tout du match piège face à des Brestois qui sont très joueurs. Bon, en réalité, il a un papier comme ça dans la poche, ça reste entre nous. Adrien, on va parler aussi du match Paris Saint-Germain-Bordeaux. Ouais. Un beau petit match quand même. C'était sympa. De but partout, avec des buts. Bordeaux est la deuxième équipe depuis l'Arc Qatari à avoir marqué le plus de buts au Parc des Princes. C'est la statistique que j'ai révisée, tu vois, que je voulais sortir pour nos téléspectateurs. Qui en a pris le plus aussi, C'est peut-être. très bien. Et qui en a pris le plus aussi. Et qui en a pris le plus aussi. Ouais, et il y a eu quelques salades aussi assaisonnées du côté du Parc des Princes. Nous aurons bien sûr les chroniqueurs habituels. Il y aura Nando qui nous fera un petit point sur le bon et le moins bon de ce match entre Paris Saint-Germain et Bordeaux. Est-ce que tu es sûr que Nando ne se cache pas dans un des tonneaux de vin? Eh bien je serais pas étonné qu'il goûte ce petit Bordeaux et qu'il nous en donne son sentiment juste après. Nous aurons Thibaut qui nous parlera aussi des matchs internationaux qui ont eu pour les féminines et du match à venir contre Soyaux. Nous aurons aussi Monsieur Fabien donc, qui a bien révisé pour ce match entre Bordeaux et Brest. Et nous aurons un supporter qui connaît Bordeaux depuis très longtemps. Il est abonné dès les années 80 au stade, c'est André. Il sera avec nous aussi tout à l'heure. Bon programme. Ce week-end, on a vu un très très beau match. C'était samedi à 21h. C'était un match au Parc des Princes. On nous promettait l'enfer. Finalement, on a eu une belle surprise. Ça a été d'enfer. On a eu une belle surprise. Je sais pas vous les gars, mais je m'attendais à ce que déjà Athènes brille. Athènes a brillé. On se disait peut-être qu'avec Koscielny et Baïs, ça serait solide défensivement. Ça a été pas trop mal. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Eh bien, écoute, Baïs il était en mode Sergio Ramos et puis Costil c'était Neuer concrètement samedi soir. Je l'ai trouvé incroyable, je pense que c'est peut-être l'un de ses 3 meilleurs matchs, si on devait sauter son top 3 des matchs de toute l'histoire depuis qu'il est au Girondin. Là, ils sont prêts au deuxième but, ils auraient pu flancher, non. Voilà. Et ils se sont remis, je pense que Gasset a fait des bons changements aussi, on peut en reparler. Et du coup, cette deuxième mi-temps a été vraiment excellente, peut-être la meilleure mi-temps de Bordeaux depuis le début de saison. Et oui, parce qu'on le rappelle, Bordeaux a ouvert le score grâce à un but, on va dire de Maja. Un but de Maja, hein, voilà, ça passera. Derrière, on a pris 2 buts en 1 minute 30. Ça aurait pu vraiment nous casser le moral. Ouais. Et finalement, on a eu les ressources pour revenir au score. On est revenu au score et ça a fait plaisir parce que pour le coup on s'attendait, on pouvait prendre 3-1, 4-1 assez facilement à un moment donné. J'ai envie de dire que c'était un petit peu c'était un peu une soirée à thème, c'est-à-dire qu'il y a la première mi-temps où Athènes Ben Arfa était plutôt dans le camp adverse et il y avait une autre deuxième mi-temps où Athènes Ben Arfa était plutôt dans le bon camp. Et du coup, la chocolatine est magique. Exactement, et en plus de ça, on a plus vu Athènes Ben Arfa que notre ami Neymar qui a été vraiment nul dans l'exagération constante, qui a vraiment pourri le jeu des Parisiens. Il y en a un qui a regardé le match très attentivement, qui vous en a fait les plus et les moins, c'est Nando. C'est le VAR. Penalty. En attendant, on accueille notre ami Nando. Salut Nando. Salut Nando. Salut. Salut les gars. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé? Le résultat en lui-même. Alors, oui, ce match nul, c'est sûr que on peut, oui, avoir une victoire si Depréville à la fin concrétise son occasion, mais bon, on peut aussi le perdre 1000 fois en première mi-temps ou même en seconde mi-temps si les Parisiens sont un peu plus réalistes et que Costil fait moins de parades. Donc bon, on va dire que ce point du nul, quelque part il est inespéré en début de saison. On coche jamais victoire ou même nul à Paris, donc c'est du bénéf. Ensuite, j'ai aimé en fait globalement la prestation de l'équipe, cette solidarité dont on a fait preuve encore une fois après le match comme à Rennes, l'organisation défensive, personne n'a rien lâché, puis on a quand même essayé de jouer au ballon à la récup, on n'a pas balancé des grands sacs devant, donc ça c'est très positif. Ensuite je vais donc évidemment
mettre en exergue quelques joueurs, donc Costil évidemment, qui est le dernier rempart, qui a encore fait 7, 8 ou 9 parades, je sais plus, mais il assume sur le terrain ses sorties médiatiques, et ça c'est top. Ensuite, Otavio, parce que je l'ai taillé parfois, parce que là, depuis 2 matchs, notamment à Rennes et à Paris, il a fait en 2 matchs tout ce qu'il n'a pas fait les matchs d'avant. Mais dans la totalité des matchs d'avant. Donc là, on a du très bon Otavio, et ça fait bien plaisir. Ensuite, j'ai bien aimé l'entrée d'Adli également, qui, je crois, en 32 minutes, touche 30 ou 31 ballons, donc il s'est pas caché, il marque un but, très intéressant dans l'entrejeu, donc ça c'est top. Et ensuite, évidemment, je vais vous parler d'Athème. Athème, c'est du football plaisir, c'est du velours, c'est de l'amour. Dès qu'il touche le ballon, il y a quelque chose qui se passe, on a le palpitant qui fait comme ça, et pas juste quand il dribble dans nos 18 mètres et que ça fait but derrière. Mais bon, écoutez, par rapport à tout ce qui nous amène, on n'a pas vu un joueur de cette qualité qui nous procure de telles émotions depuis Malcolm. Donc merci à Thème d'être là. C'est la cerise sur le gâteau qu'on a eu en début de saison, et encore le gâteau on l'avait même pas. Donc merci à Thème, et à Thème on t'aime, quoi. Bien entendu, il y a eu quand même celui prometteur entre Paris et Bordeaux, mais il y a eu aussi un petit peu négatif, n'est-ce pas Nando? Alors oui, il y a des choses que j'ai trouvées moins bien, notamment le match de Basic. Basic, j'ai regardé les stats, il y a Florent Dognotti qui a sorti quelques stats, mais c'est Basic en 58 minutes, donc je lis, 39 ballons touchés pour 14 de perdus. Donc, par exemple, moi rien que ça, je trouve ça, dans l'entrejeu, c'est juste pas possible. A contrario, voilà, vous voyez un gars comme Adli, il rentre, il fait 32 minutes, donc il joue 2 fois moins que Basic, et il touche quasiment le même nombre de ballons, 30, et il n'en perd que 3. Donc c'est un match 100 pour Thomas Basic. Ensuite, Depréville, outre son occasion qui loupe à la ferme, c'est juste plus possible, quoi. C'est un gars qui nous a coûté très cher. Qui doit être très sympa dans le vestiaire, se bat, défend, si vous voulez, mais bon, nous on a besoin d'attaquants qui créent du danger, à défaut de marquer, au moins qu'ils fassent marquer les autres, et bon, il n'est pas au rendez-vous. Et ensuite, je veux dire, évidemment, bon, on peut parler aussi de l'action d'Athème qui coûte un but, mais bon, Athème, il en fait tellement, il a tellement rattrapé avec tout ce qu'il a fait dans le match que, bon, c'est vraiment histoire de dire un petit truc. Prochain match des Girondins de Bordeaux, parce qu'il va falloir quand même confirmer ces deux bons résultats obtenus à Rennes et au Parc des Princes contre Brest. Comment tu vois ce match entre Bordeaux et Brest? Mais écoute, Brest, là, ils m'ont impressionné lors dernier match, et j'attends ce match avec impatience parce qu'on a pris 4 points sur 6. On ne le pensait pas. À Rennes et à Paris, c'était une énorme performance. On nous promettait 0 et nous-mêmes on était un peu pessimistes. Sincèrement, je pensais qu'on prendrait 0 points, tu vois. Mais là, Brest, pour moi, ça va vraiment la confirmation, c'est-à-dire que si tu fais tout ça pour perdre contre Brest, ça veut dire que tu vas vivre une saison en dents de scie, ça veut dire que les joueurs ne se bougent que quand ça les arrange. Là, on va avoir la réponse. Moi, je veux voir un gros Bordeaux contre Brest. Et là, on pourra peut-être espérer faire une deuxième partie de saison correcte. Et pourquoi pas être dans cette première partie de tableau. Est-ce qu'un match compliqué, une défaite contre Brest, annulerait un peu les 2 matchs précédents contre Rennes? Oui, clairement oui, tu es à la maison, tu as enchaîné une victoire à l'extérieur contre Rennes, un match nul contre Paris. À la maison contre Brest, sur le papier, qui joue éventuellement pour le maintien, tu peux te dire que oui. Après, très clairement, c'est le match piège par excellence. Brest, ça joue au ballon, ça marque beaucoup de buts, c'est la 4e attaque de Ligue 1, c'est la 19e défense, donc c'est logiquement un match qui peut être très ouvert. Attention à cette équipe-là, qui a plutôt des jeunes joueurs, qui marchent plutôt bien, une attaque qui marque beaucoup de buts pour info, et ça c'est la petite stat du moment. Bref, pour info, 4 buteurs, vraiment des gros marqueurs maison, Charbonnier, Cardona, Mounier et Honora, c'est 13 buts. Et les Girondins de Bordeaux, tout le monde, c'est 12 buts. C'est quand même une stat assez importante, intéressante. Et Brest, c'est aussi 6 victoires pour 6 défaites et aucun nul. Donc Brest, où ils gagnent, où ils perdent, donc ils viendront pour gagner. Ça va être compliqué ce match contre Brest qui viendra. Alors d'une manière générale, c'est vrai que depuis qu'il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de surprises dans les résultats, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions, dans toute l'Europe, hein, pas forcément en France. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important de jouer à domicile ou à l'extérieur? Est-ce que ça a une importance finalement dans un stade vide?
C'est assez compliqué à répondre parce que c'est vrai que les statistiques montrent que je trouve qu'il y a eu peut-être un petit resserrement entre dans les résultats des équipes qui se déplacent. Je pense vraiment que c'est moins important qu'avant. Ça, j'en suis intimement persuadé. Après, il y a peut-être toujours ce facteur psychologique de se déplacer, peut-être qui influe sur les joueurs, mais je pense qu'il n'y a pas un gros changement, mais c'est un petit changement quand même. Alors, une petite stat que j'ai vue dans la semaine, il y a 50%, le chiffre est effrayant, mais il y a 50% de victoires en moins pour les équipes à domicile depuis le début de la crise sanitaire Ça rejoint ce que je dis. et des matchs à huis clos. Très belle 50%, C'est énorme. ça paraît effarant, mais pourtant c'est réel, quoi. C'est absolument dingue. Après, je pense que c'est pas forcément pareil pour tous les clubs, en toute transparence, et c'est pas pour être chauvin, c'est-à-dire que quand on se déplace à Lens, on sent ça pousse quand même derrière. On se déplace à Monaco ou malheureusement de temps en temps au Girondins de Bordeaux. Je pense que le rôle du public est quand même assez différent sur certains clubs. Donc, possible. Après, on connaît son terrain, on est à la maison, il n'y a pas le déplacement, ça peut jouer. Mais pour le coup, cette stat-là prouve que forcément il y a une influence importante. Mais le public apporte des points quand même. Le public apporte des points. Je pense que sur un match nul, à la 85e, 90e, sur un corner, ça pousse. Peut-être plus que ça pousse en ce moment. Pas du tout. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce retour du public dans les stades et des ambiances incroyables? Parce que les mecs auront passé plusieurs week-ends, même plusieurs mois à la maison à regarder des matchs à la télé. Ils vont être totalement déterminés à mettre l'ambiance. Écoute, moi personnellement, dès que les stades vont rouvrir, je me vois trop sur la rocade avec la Twingo, le drapeau en train de hurler. Ah non, mais je vais être comme un malade moi. Je peux te dire que les gens, c'est pour ça qu'on peut s'attendre, je pense, à des grosses ambiances. Quand ça va, limite, ça va être une fête. Mais vraiment. Tranquille, avec l'ambiance sur la rocade, pas sur le terrain, mais Ouais, sur la rocade. j'ai allumé C'est un un peu fumigène. compliqué, il est encore en rodage avec la Twingo, donc c'est vrai que ça va être J'ai allumé un fumigène sur la. Non, mais en vrai, franchement, je pense qu'il y aura une vraie fête populaire. Je suis sûr qu'il y aura une fête. c'est vrai que ça va être, je pense, très très joli. Notre premier invité pour ce spécial Bordeaux-Brest, c'est Jean-Marc Furlan. Jean-Marc Furlan qui a connu le club de Bordeaux en tant que joueur, qui a connu le club de Brest en tant qu'entraîneur durant 3 saisons. C'est aujourd'hui une référence dans le monde des entraîneurs en France, Ligue 1, Ligue 2 confondus. Alors, il est de Sainte-Foy-la-Grande exactement, mais il a été formé au Girondins de Bordeaux, il a connu plusieurs clubs, il a joué à Montpellier et d'ailleurs, dans d'autres clubs. une petite anecdote sympa, il a joué avec mon papa chez les jeunes Girondins. Jean-Marc Furlan, c'est les entraîneurs qu'on aime, qui aiment le beau jeu. Moi, il me fait penser à Gourcuff. C'est les entraîneurs qui font toujours bien jouer leurs équipes, alors qu'ils ont les moyens de les faire bien jouer. Mais pour le coup, moi, Furlan, c'est vraiment. Il y a une patte. On sent qu'il y a une patte, on sent qu'il aime le foot et on sent qu'il est content d'aller se lever le matin pour coacher et qu'il n'est pas sur tout ce qui est image, etc. Jean-Marc Furlan, c'est la sécurité et c'est le football français. Alors, moi, ce que j'aime bien Jean-Marc Furlan, c'est que. Alors, il a un peu ce côté étiquette entraîneur plus Ligue 2 parce qu'on l'a souvent vu prendre des équipes en Ligue 2, les remonter et redescendre. Mais il n'est pas redescendu parce que ça joue défensif, non, il est redescendu parce que il veut tellement jouer offensif avec des joueurs qui parfois n'ont pas peut-être la rigueur pour tenir un score, mais il meurt, on va dire quelque part, il meurt avec ses idées, c'est-à-dire qu'il est avec son idée, il va jusqu'au bout, il fait plaisir et je trouve que c'est même triste pour lui, ça me déçoit à chaque fois qu'il descend souvent, qu'il fasse cet ascenseur, parce qu'avec le beau jeu qu'il développe, il aurait mérité, pour moi, peut-être des clubs un peu plus huppés, Bien sûr. parce que j'aurais aimé voir un Furlan par exemple à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Rennes, voir ce qu'il aurait fait et il n'a pas eu sa chance. Et comme tu disais, Snacky, on aurait aimé le voir en première division déjà durant toute sa carrière d'entraîneur, mais en plus de ça dans un club avec des moyens et où il aurait pu encore plus montrer ce dont il est capable. Dans tous les cas, on va accueillir notre ami Jean-Marc Furlan. Merci beaucoup Jean-Marc de nous accorder ce moment. Merci à vous. Non, moi ça me fait plaisir, ouais. Surtout pour les chichis, tu sais. Je te l'ai déjà dit, il y a le scapulaire, là, il est gravé là sur la poitrine. Jean-Marc, quand on officie dans un autre club que les Girondins de Bordeaux, bon, pour vous c'est la Auxerre en l'occurrence en Ligue 2, est-ce que malgré tout on arrive à avoir un œil attentif sur les performances, sur l'actualité des Girondins? Oui, parce qu'en fait, si tu veux, Jérémy, moi je suis un mec de l'Aquitaine, du sud-ouest, je suis de Sainte-Foy-la-Grande, mais à partir de 15 ans, j'ai vécu dans Bordeaux des premiers centres de formation et j'ai vécu Gigi, j'ai vécu Girondins de Bordeaux avec une très forte identité. On avait cette identité très forte avec le premier centre de formation où on avait une mentalité, on se voulait très british, très guerrier, enfin voilà, c'était notre truc. Et quand tu as été formé là-dedans, avec des gars comme j'ai connu M. Bess, M. Roureau, M. André Menot, Bernard Michelena. Bon, nous, on était
à cette époque-là, les joueurs, ils bougent beaucoup maintenant, si tu veux, Jérémy. Mais nous, quand tu étais Gigi, tu es Girondin. Quand tu étais Olympique Lyonnais, tu es Olympique Lyonnais. Nous, quand on jouait contre l'FC Nantes, chaque fois, c'était la guerre. ça te reste. Voilà. Même si j'ai fait beaucoup de clubs, j'ai fait beaucoup de villes que j'ai aimées, des clubs que j'ai aimés, que j'ai appréciés, des villes que j'ai appréciées. Mais je crois que c'est un peu comme tout le monde. Tu restes un peu d'où tu viens et où tu as été formé. Alors Jean-Marc, comment se passe votre aventure du côté de Auxerre? On dit Auxerre, tu t'en souviens de... Oui, on dit Auxerre et pas Auxerre, et on dit Metz et pas Metz. Ouais, enfin on dit Metz, on dit pas Metz. C'est comme quand je vais à la messe. Ouais. Voilà, même si j'y vais pas tout le temps. Exactement. Quand tu vas au Metz, à l'armée, c'est pas... D'ailleurs, tu portes les couleurs. Exactement, je suis Oh, en Grenat. Et oui, Grenat. Grenat. C'était Exactement. vraiment le terme de la couleur du maillot. Donc, comment se passe votre aventure du côté d'Auxerre? Auxerre. Pas trop froid. Ouais, tu as raison. Faut pas... Et c'est très, très important. Tu sais, quand j'étais au bataillon de Joinville à l'armée, je disais toujours Auxerre. Et je disais aussi Metz. Les mecs, ils me disaient, les copains Messins, les copains, oh, dis pas comme ça. Non, ça se passe bien. Il y a un travail à effectuer. Salut. Je suis désolé, je suis dans mon bureau, donc mon staff s'en va. Je dis au revoir, à demain. Mais ça se passe bien. Il y a un travail en profondeur. Tu sais, c'est un très gros club, un très grand club avec une lourde histoire. Donc, quand tu es entraîneur, c'est beaucoup plus compliqué que lorsque tu es dans un club où il y a moins d'histoire. Ici, il y a une très, très forte histoire. Donc, pour rebâtir quelque chose, je pense qu'il faut du temps. Mais dans l'instant présent, si tu veux, Jérémy, par rapport à ce qu'on vit avec le groupe, et c'est important, moi, j'aime créer à la fois une méthodologie de football, mais également une ambiance. Et comment on vit bien ensemble, comment on est heureux de vivre ensemble, et le groupe vit bien ensemble. En plus, j'ai un directeur sportif, M. Cédric Dory, et un président délégué, Francis Graille, qui me soutiennent, qui sont proches de moi. Donc de ce point de vue-là, c'est très agréable. On reçoit Brest, Jean-Marc. Brest, une équipe que vous connaissez. Vous en avez été l'entraîneur durant 3 saisons. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez qu'ils occupent la 10e place, mais vous n'avez pas le sentiment peut-être de voir qu'ils bénéficient un petit peu du travail, des fruits de votre travail, de votre passage dans ce club de Brest? Oh, je sais pas. Je pense que chacun apporte, effectivement, où tu as raison, Jérémy, c'est que quoi qu'il en soit, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ça, c'est important. Et c'est vrai que plus encore quand tu rentres dans un club qui est sur une dynamique positive, très positive, et je l'ai connu en partant de Troyes également, où il y avait une dynamique très positive et qui s'est poursuivie pendant 2 ou 3 ans, c'est vrai que certainement que ceux qui sont venus avant apportent leur pierre, et c'est certainement mon cas. J'ai apporté ma pierre à l'édifice, mais voilà, je ne peux pas non plus être prétentieux, et c'est plus moi qui suis là-bas, mais c'est vrai que dans les structures de clubs, historiquement, si on prend l'histoire des clubs, chaque fois que quand Guardiola, on va prendre des grands, ceux que je ne tutoie pas, et où il y a une différence énorme, quand Guardiola est au Bayern, la première année, il fait une saison fantastique, il remercie Henkens avant, parce qu'il dit, effectivement, la dynamique qu'il a mis en place me permet, moi, de construire quelque chose de très positif. Alors, certainement que je dois avoir une petite pierre, JMF peut-être, mais je ne veux pas aller plus loin que ça, quoi. Il y a un entraîneur qui fait parler de lui un petit peu, de par le football qu'il instaure dans son équipe. Qu'est-ce que tu penses justement de cet entraîneur, Olivier Dallaglio, qui fait un travail remarquable du côté de Brest? Encore une fois, on a de la chance sur cette émission, c'est qu'on parle quand même d'entraîneurs qui aiment le beau jeu, Furlan, etc. Dallaglio français. Et français en plus. Il est un petit peu dans cet ADN aussi, avec aussi un petit peu les défauts qu'on pouvait dire de Furlan, c'est-à-dire qu'à Dijon l'année dernière, ça jouait pas mal, etc. Après, ça peut aussi prendre une pilule assez souvent, de temps en temps quand ça ouvre un peu trop les vannes, mais ça joue au ballon et ça aime le beau jeu. Donc pour le coup, on voit l'équipe de Brest en ce moment, comme je le disais, 4e attaque, il n'y a pas de hasard quand on s'appelle Brest, on est 4e attaque de Ligue 1, et qu'on va vers l'avant. Bien sûr, c'est vrai que ce Dallaglio, Olivier de son prénom, c'est un petit peu un entraîneur qui... mais c'est comme Jean-Marc Furlan, c'est des garçons qui vont préférer gagner un match 4-3 que 1-0. C'est un peu des entraîneurs à l'anglaise. Des entraîneurs qui ont la dalle, Dallaglio.
Ouais, Voilà. exactement. On va couper. En fait, on se plaint souvent d'avoir toujours les mêmes têtes d'entraîneurs en Ligue 1. Là, pour une fois, il apporte de la nouveauté. Et puis, c'est un entraîneur voilà, qui a souvent été en Ligue 2. Et là, ça y est, je trouve qu'il arrive à maturité. Un peu comme le vin qui est ici. Voilà. Là, Excellent, excellent. Justement, Jean-Marc, on parle d'Olivier Dallaglio, de notre ressenti à nous. Qu'est-ce que vous pensez de ce technicien qui officie aujourd'hui au Stade Brestois? Moi, j'en passe, même si je suis complètement investi dans. Lorsque je vais dans un endroit, je m'investis totalement dans l'endroit où je suis. Là, c'est le cas de la GIA parce qu'on a besoin, tu as besoin de beaucoup contrôler quand tu es entraîneur de football et particulièrement notre sport où l'environnement est très présent et donc tu as besoin de contrôler beaucoup de choses. Mais moi, je suis très fier de ce qu'ils font. Olivier est un excellent entraîneur et même si je suis de très loin parce que je suis investi 24 heures sur 24 sur la GIA, mais je suis très content de leur réussite et de ce qui se poursuit derrière les 3 années de travail intense que nous avons fait là-bas. Oui. La dernière fois qu'on s'est parlé, Jean-Marc, les Girondins n'allaient pas très bien. Aujourd'hui, on voit... Ils vont beaucoup mieux. Ouais, ils vont mieux. moins mal, peut-être. Ouais. Hein, ce serait peut-être le terme un peu plus Ils approprié. vont moins mieux bien. Il y a eu 2 résultats encourageants, une victoire à Rennes, un match nul à Paris plutôt prometteur, on l'a déjà dit. Il y a eu cette arrivée de Jean-Louis Gasset déjà cet été avec Ghislain Printemps qui ont apporté leur touche. Et il y a un joueur aussi qui fait la différence depuis son arrivée, c'est Hatem Ben Arfa. Oui, Hatem est un des joueurs les plus doués de sa génération. C'est très très impressionnant. C'est les dons qu'il a. En plus, moi je suis content pour Jean-Louis Gasset qui est un copain. Donc je suis très content parce que quelqu'un qui a la force d'amener une très forte dynamique et qui est capable effectivement de très bien motiver et d'amener ses joueurs dans cette conception de ce qui est important dans le football, essentiellement au-delà du jeu, au-delà de la méthodologie, c'est quelle dynamique tu as dans ce sport. Parce que tu te rends compte que dans ce sport, Jérémy, il y a des équipes sur un match, des équipes de deuxième ou troisième division qui vont battre des équipes de Ligue 1. Je l'ai vécu, voilà. Sur un match, c'est jouable. Donc, ce qui est très important dans notre sport, et Jean-Louis est parfaitement capable, avec son adjoint, Printemps, de créer une très forte dynamique. Et c'est vrai que moi, quand les Gigi marchent, je suis content. Voilà. Est-ce que tu penses, Adrien, qu'on peut espérer, mais peut-être, nous qui avons fini 12e et 14e sur les 2 dernières saisons, peut-être finir à une 8e place, une 7-8e place? De toute façon, qu'on finisse à la 8e, à la 9e, à la 10e, à la 12e, pour moi, ce sera. Je pourrais jamais m'y faire de toute façon. Pour moi, Bordeaux doit être dans le top 5, tu vois. Après, oui, si tu me parles par rapport à ce qu'on est en train de vivre, par rapport à tout ce qui s'est passé, si tu termines 8e, bah, tu limites la casse. Mais moi, j'en ai marre qu'on fasse des saisons comme ça où en fait on joue pour limiter la casse. Ce serait bien qu'un jour on joue en se disant on a une politique sportive qui va nous amener, qui veut nous faire jouer les 5 premières places. Et que voilà, moi j'en ai marre qu'on limite la casse. On est le FC limite la casse en fait, tu vois. Ce serait bien qu'on soit le FC Girondins de Bordeaux. Je sais plus quoi dire derrière ça. Non, mais là, c'est le cœur qui parle, Ouais, tranquille. Et effectivement, on a tous envie d'être un peu plus haut que 7 ou 8. Après, je pense que sur l'effectif qu'on a aujourd'hui, avec tout ce qu'on a connu à l'intersaison, 7-8e, moi je prends le stylo, je signe de suite. Je pense qu'on sera entre 8 et 12. Et des équipes, on voit que Nice tire un peu la langue, etc. On sait pas trop, mais on prend avec plaisir la première partie de tableau. Franchement, avant Rennes et Paris, là, moi je pensais qu'on prendrait 0 points, je commençais à me dire, à regarder derrière, hein. Vraiment, là j'avais un doute, hein. Je me suis dit, attends, on va. Et là ça m'a donné un peu d'espoir, en tout cas de peut-être pas jouer la relégation. Sait-on jamais. Jean-Marc, est-ce que vous, de votre œil de supporter, technicien, qui a beaucoup plus d'expérience que nos 6 yeux réunis, est-ce que vous pensez qu'on peut finir, bon, non pas à une place européenne, hein, ça sera quand même compliqué, mais voilà, mais dans cette première partie du classement, 6, 7, 8e place. Et c'est une ambition qui est légitime. Quand tu travailles, beaucoup, c'est comment tu construis quelque chose pour les 10 derniers matchs. Parce qu'en fait, tu te rends compte que dans l'histoire du football de Ligue 1, Ligue 2 ou National, avec la victoire à 3 points, il y a beaucoup d'équipes qui, effectivement, c'est comme un film ou une pièce de théâtre. Si la fin n'est pas bonne, tu es déçu. Et là, c'est un championnat, c'est très très important avec la victoire à 3 points. Comment tu termines, comment tu construis un projet. Et quand tu es coach, ce qui te fait le plus flipper, c'est pas de rater les 10 ou 12 premiers matchs. Ce qui te fait le plus flipper, c'est
dans quel état va être ton équipe, quelles compétences tu vas avoir de la 28e à la 38e journée. Et de ce point de vue-là, effectivement, les Girondins sont capables, ils ont les capacités, ils ont les possibilités, ils ont le potentiel pour aller tutoyer les 10 premières places, évidemment. Pour finir cette interview fort agréable, hein, n'est-ce pas, messieurs? Est-ce que vous avez un petit message pour les supporters des Girondins de Bordeaux, Jean-Marc? C'est vrai que par rapport aux supporters des Gigi, ce que je souhaite le plus, c'est qu'ils soient heureux. Moi, j'ai vécu des moments fantastiques là-bas et que les Girondins retrouvent effectivement l'aura et l'image qu'ils ont. Et donc, j'envoie un salut et mes amitiés à tous les... J'en ai beaucoup, j'ai même de la famille qui supporte des Girondins, j'ai même des amis, évidemment. Et parce que voilà, c'est ce que je disais toujours. J'ai dit, comme je disais à mes anciens, à Lian Lasland, à Mathieu Chalmé, tout ça, j'ai dit, oh, les gars, ici, il y a le scapulaire gravé sur le truc. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'on est né là-dedans. C'est beau. C'est l'amour. C'est le cœur qui parle. C'est Jean-Marc Furlan. Donc, il y a eu des matchs internationaux pour l'équipe féminine, pour les joueuses de l'équipe féminine des Girondins de Bordeaux. Justement, Thibaut, c'est ton moment. Tu vas nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ces matchs internationaux pour les joueuses des Girondins de Bordeaux. Donc concernant les internationales, Jérém, c'est vrai que Bordeaux a encore envoyé 4 joueuses en équipe de France, donc Charlotte Bilbao, l'incontournable capitaine des Girondines qui rejoint la sélection de Corinne Diacre, Julie Thibault qui a été appelée en complément, donc puisque Marion Torrent, la défenseur de Montpellier, était blessée, donc Julie Thibault a été appelée, Estelle Cascarino en défense centrale, et également F. Périssé qui fait son retour en sélection. Des bonnes performances de la part de nos deux Girondines. C'est vrai qu'F. Périssé a retrouvé cette sélection bleue et avait à cœur voilà, peut-être de montrer aussi un petit peu qu'elle était toujours là. Et puis Charlotte Bilbao, voilà, toujours fidèle à elle-même. Alors même si j'ai vu sur les réseaux sociaux certaines critiques par rapport au jeu de Charlotte Bilbao, bon, on va peut-être me taxer de quelqu'un qui n'est peut-être pas objectif, mais en tout cas, j'essaie de l'être. Et je pense que Charlotte a fait un match intéressant dans ce poste-là, la récupération. Un match à l'image de ceux qu'elle fait à Bordeaux, c'est-à-dire avec beaucoup d'impact, beaucoup d'intensité. Plutôt satisfaisant ces matchs-là. Et ce week-end, un match de championnat. Il va falloir repartir à la conquête de points pour espérer peut-être avoir cette troisième place qui sera, je crois, pour le tour préliminaire de la future Ligue des Champions féminine, hein, parce qu'à l'instant il n'y en avait que 2 places qualificatives. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire des placements Coupe d'Europe avec les garçons, mais avec les filles, j'ai peut-être pouvoir aller à Birmingham, à United, tout ça. Ok. Et donc c'est possible que voilà, les Girondines se qualifient pour cette future Ligue des Champions. Et justement, le chemin est long. Il y a un match ce week-end contre Soyaux-Angoulême. Ça a fusionné. Est-ce qu'on peut parler de derby finalement? Tout à fait, Jérém. On peut évidemment parler de derby pour ce match face à Soyaux. Des derbys qui ont souvent été accrochés dans l'engagement. Bordeaux a été battu 2 fois sur les 5 derniers derbys. Face à Soyaux. Donc c'est vrai que c'est une équipe de Soyaux qui nous réussit plutôt difficilement. Cela étant dit, Bordeaux affiche une forme quand même assez impressionnante, sort d'une victoire acquise dans la difficulté certes, mais reste une victoire quand même face à un concurrent direct au podium qui est le Paris FC. Bordeaux est donc 3e de D1 féminine. Et va tenter d'aller chercher cette victoire face à un Soyaux qui est plutôt mal en point en championnat, puisque les joueuses de Soyaux sont donc avant-dernière. Donc un match, je m'attends forcément à un match un petit peu engagé, avec des joueuses de Soyaux qui vont certainement se montrer combatives, mais Bordeaux a largement les armes pour dominer ce match. Et surtout pourrait s'appuyer évidemment sur l'incontournable et l'intenable Khadija Chaud. Je pense que de toute façon Bordeaux a largement les armes pour s'imposer dans ce derby et asseoir sa suprématie. Voilà. Justement, Snakil, qu'est-ce que tu penses de cette équipe d'FCGV Women
et notamment du travail de Pedro Martinez-Loza. Bah écoute, j'ai suivi un peu l'année dernière, c'était une belle saison, là ils ont changé de coach, alors c'est toujours un peu compliqué, tu sais quand tu passes d'un bon coach quand même qui a fait de belles choses, Jérôme Doba. voilà, c'était qu'on salue. Et là c'est vrai que je trouve que ça a été un petit peu plus compliqué, je sais pas, il y a eu une petite décompression aussi, ça peut arriver, hein, ça arrive chez les mecs, ça peut arriver chez les filles. Donc j'espère pour elle en tout cas que, surtout que ce qui est rageant c'est que la saison dernière elle fait 3ème, elle n'est pas qualificative pour les champions. Cette année, comme tu l'as dit, elle le sera, donc ce serait bien que les filles arrivent à choper cette 3ème place. Pour le coup, ça remonte un petit peu en puissance. Jouer la 3ème place, notamment, je pense, avec Montpellier, comme ça. Elles ont l'air lancées là. Elles ont l'air lancées, alors soyons optimistes. Pas mal. Pourquoi tu rigoles à cette blague et pas venir? Parce qu'elles sont pas venues. Ah d'accord. Cette année, c'est vrai qu'on a pris une petite décision, bon, qui n'en est pas vraiment une, hein, mais ça comptait pour nous, dans l'équipe de Top Girondin, de laisser un petit peu plus la place aux supporters. On en a eu quelques-uns, on a même fait une émission spéciale supporters, et là, pour cette émission spéciale Bordeaux-Brest, on ne change pas les nouvelles habitudes, et on accueille justement André. Salut André. Salut Jérémy. Donc André, explique-nous un petit peu depuis quand tu es supporter des Girondins de Bordeaux. Alors je me rappelle, hein, en 1970, j'allais avec mon père voir les matchs des Girondins avec Claude Petit, les frères Galis. Ouais, c'est des vieux noms, mais c'était mythique à l'Escure, avec la piste autour du stade. C'était une autre époque. C'était vraiment le club qui talonnait d'ailleurs, qui était toujours 2e, 3e, et un match tous les samedis, et c'était vraiment fabuleux. Et donc tu as connu l'époque de Didier Kouékou, oui. Tu as connu les débuts aussi de Alain Giresse. Tout à fait. En tant que joueur. Tout à fait, les débuts de Gigi qui était au début de sa carrière très discuté sur Bordeaux. Et alors, je ne te parle même pas de l'équipe de France. C'était des débuts difficiles, il arrivait de l'Angora, je me rappelle. Et puis après il a éclaté au Mondial 82 en Espagne et c'était devenu ensuite une idole. C'est devenu une idole. Alors ça fait quand même peut-être un petit peu cliché pour les auditeurs, bon c'est l'habitude, pour les abonnés qui nous écoutent, les barriques de Pinard. La Marinière, on est vraiment sud-ouest. Ouais, là, c'est vraiment à la maison là. C'est vraiment génial. Tu as connu des années dorées, des années 80, où on a tout raflé, où ça a été très très fort. On aurait aimé peut-être une victoire en Coupe d'Europe, mais bon, on va pas chipoter sur le palmarès qui est déjà sensationnel et dont on est tous plus ou moins nostalgiques. Alors moi j'aurais même une question, c'est est-ce que à cette époque-là, parce que c'est vrai que j'aurais aimé connaître cette époque des années 80, est-ce que Bordeaux avait, est-ce qu'on pouvait vraiment la gagner avec les champions, est-ce qu'on aurait vraiment pu aller au bout, est-ce que si on avait battu cette Juve derrière, bon c'est même si le match était tragique. Bon, c'était un bon morceau quand même. Est-ce qu'on aurait été favori contre Liverpool ou pas du tout? Ouais, c'était compliqué parce que la Juve, il y avait une grosse équipe. On est quand même 2-0 à l'Escure. Ouais. Mais on a fait le match parfait, quoi. Mais la Juve était intenable, elle était trop forte. Et en finale, si on avait été en la section, c'était dur aussi. Pourquoi pas. Je pense que Liverpool était plus facile que la Juve. D'accord, ouais, c'était vraiment la grosse équipe là. C'était vraiment la grosse équipe, ouais. C'est beau d'entendre toute cette histoire comme ça, toute cette historique. Moi, quand on parle d'André, je pense à André Coco ou André le Brésilien. Donc forcément, on est sur autre chose, on est sur un autre cran. Là, voilà, c'est ça. Ma question c'était justement André, toi qui as connu ces années fastes en termes de succès au Girondins de Bordeaux, aujourd'hui tu vois une équipe voilà, un club qui est un petit peu à l'arrêt, bien qu'il y ait des personnes comme Alain Roche, comme Jean-Luc Gasset, Ghislain Printemps, qui essayent de mettre un petit peu des méthodes, d'installer des méthodes pour essayer de nous faire retrouver quelques couleurs. Comment tu vis ça, toi qui as connu le club depuis les années 70 quoi. Tu dois être malade. Ouais, mais c'est triste de voir certains comportements, certains résultats. Le point d'inflexion, ça a été le Madmut. Quand on est parti de l'Escure, quand on a rejoint le Madmut, l'ambiance est tombée, ça s'est professionnalisé à outrance, il n'y avait plus l'adhésion au club des Girondins de Bordeaux. C'est vrai que c'est la vraie cassure, je pense, là-dessus. Ça, Un stade tout neutre, pas de couleur. On en parle rarement de ce virage. Au début, on était quand même nostalgique de partir de Chabanel-Mas, mais c'est vrai qu'il y avait quand même, on était content, il y avait quand même un petit peu de joie d'aller dans un nouveau stade tout neuf. Et au final, quand on arrivait dans ce stade, forcément sans identité, sans chaleur, c'est peut-être aussi un des événements qui a fait qu'on s'est précipité vers ce trou. C'est certainement au grand profit de l'UBB.
qui a la meilleure affluence d'Europe au niveau de rugby et qui est poussé, c'est vraiment le 16e homme pour l'Escure quand les bébés jouent. C'est jamais été, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais tu vois ce que tu as dit là, c'est pas une question de fait de génération, puisque moi, personnellement, vraiment, depuis qu'on est parti de l'Escure, je te promets qu'il y a un truc qui a cassé. Je me sens pas chez moi et je pense que je me sentirai jamais chez moi là-bas. J'imagine même pas André, qui a connu encore plus longtemps le stade, mais t'as perdu un proche en fait là, tu vois. André, merci pour ce témoignage. Merci à vous. C'était sympa. Bon, dis-nous quand même, on est obligé de te poser cette question parce que on a tellement eu des mois compliqués. Là, on est content de voir ces deux prestations contre Rennes et contre Paris. Toi, quel est ton sentiment sur ces deux matchs et surtout sur l'arrivée combinée de Ben Arfa et de Jean-Louis Gasset? Peut-être que la mayonnaise est en train de prendre au final. Moi j'adore Jean-Louis Gasset parce que c'est historique en 2009, c'est grâce à lui et à Laurent Blanc qu'on est champion de France. Quand j'ai allumé ma télé lors de Paris Saint-Germain-Bordeaux, j'ai eu peur, je me suis dit on va se prendre un vent. On gagne 1-0, là le fourré commence à monter, on en prend 2 et je me dis on va s'écrouler. Finalement on égalise. Et quand tu éteins ta télé, quand tu vois Depreville et qui loupe la balle de 3-2, tu te dis t'es déçu. Le problème avec Nico, c'est que de près, de loin, ça rentre jamais. Non mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué d'ailleurs, on salue sa femme parce que ça doit Mais moi j'adore ce match où tu passes par toutes les étapes. L'inquiétude, l'euphorie, le regret, la déception. Et ça, c'est ça le foot. Parce que ça, quelque part, tu vois, même si on était déçu que Depreville ne marque pas, d'ailleurs le pauvre, j'ai bien senti, mais bon, c'était comme ça. C'est vrai qu'on a retrouvé ce que c'était que la déception, mais c'est quand même une émotion qu'on a perdue, parce que là on était, moi j'étais un peu blasé en fait, c'est-à-dire qu'on ressentait plus rien, et là c'est vrai qu'à Paris on a revibré un peu, mais même si c'est en négatif, ben moi ça me rend quand même de rager, parce que si tu rages ça veut dire que t'es bien quand même. Tu trembles encore sur le canapé, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une émotion comme ça, exactement. Le canapé n'avait pas tremblé. Voilà. Et ce qu'il y a eu, ce qui est agréable, voilà, c'est ce sentiment, comme tu disais André, et bien il y a eu les 2 buts, moi je me suis dit, coup derrière la nuque, c'est terminé, on va prendre un wagon derrière, et on s'est battu quoi, et ça c'était bien agréable. On va pas tarder à finir cette émission, messieurs. Bien sûr, la question habituelle que l'on pose aux invités, c'est le pronostic. Là, on va tous y participer. Donc, quel est ton avis sur ce pronostic pour Bordeaux-Brest? Quel score vois-tu? C'est vrai qu'en pronostic, Bordeaux, c'est compliqué de pronostiquer Bordeaux. Je vais te dire, alors on va partir du principe que c'était pas un accident, que ça va mieux, qu'ils vont se bouger même contre des petits. Ouais. Donc on gagne. Jouer un match à but, ça c'est sûr, les 2 vont marquer. À but beaucoup de buts. Ah, je pensais que tu parlais du magasin d'électroménager, excuse-moi. Alors, on va dire. Merci. Attends, Fabien, fais-le. Moi, malheureusement, je vois comme l'année dernière. Vous l'avez pas, je vois un 2-2, mais allez, je me dis qu'au forceps, on va gagner 3-2. Un match gourmand. Plutôt gourmand, parce qu'en ce moment, Bordeaux est très gourmand. Ils enchaînent un Paris-Brest. Excellent. Alors, j'ai mon pronostic. 2 buts à 1 pour Bordeaux. 2 buts à 1. 2 buts à 1. On signe. On signe. Bah oui. André. Moi je sens une période euphorique là, avec un athème déchaîné. Je me rappelle les Bordeaux-Brest, Alain Roche qui rentre à la 92e minute à l'Escure, qui marque de la tête. Il a joué 10 minutes, non pas de la tête, du pied, il a déjà marqué un but. 3-0 et je resterai sur ce score de 3-0. Donc Brest ne marque pas. Et tu vois un but d'Alain Roche ou pas? On l'embrasse. Moi je vois, parce que je vois que tout le monde me le demande, Oui. je vois une petite victoire étriquée, dans un combat physique étriqué, et un but étriqué Et t'auras la trique et un but de Maja. Mais non les gars, j'ai fait un cauchemar, j'ai cru que Brest avait mis 5 buts au Girondins de Bordeaux. C'est impossible. Évidemment. Pourquoi? Parce qu'on sort de 2 séries complètement hallucinantes contre Rennes, et surtout contre le Paris Saint-Germain, où on arrive quand même à sortir un match nul. On aurait pu faire le hold-up. Ça s'est pas fait, malheureusement. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que offensivement, on y est, défensivement, on y est. Donc pourquoi pas ce cocktail explosif qui peut faire gagner le match contre Brest. Mes pronostics, 2-1 pour les Girondins de Bordeaux, 2-1. Et encore, je suis gentil pour les Bretons, j'aurais pu dire 3-1. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une forme complètement hallucinante. Ils ont retrouvé de la solidarité, de l'envie. Voilà quoi. Donc j'ai juste une envie, c'est que la série continue et que nous, supporters, on continue à se faire plaisir. Et désolé pour le brushing, c'est un cauchemar.
Ciao. On remercie tous les abonnés pour leur écoute attentive. On espère que ça vous a plu. On se retrouve. Je précise, dites-le dans les commentaires si ça vous plaît et surtout, il faut quand même mettre un petit pouce bleu pour nous aider justement à lancer cette chaîne Top Girondin. Il y aura beaucoup de contenu dessus, donc n'hésitez pas à vous abonner, tout ça, etc. Et plus on a d'abonnés, plus les invités seront Voilà. intéressants et on essaiera voilà, de faire des choses encore plus importantes si on sent un soutien indéfectible derrière. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine et puis Merci. allez Bordeaux.